puis une performance de l'artiste Louis Baguenot, et enfin une deuxième table ronde. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre Ozna, président du syndicat des maisons de vente volontaires, pour vous présenter cette soirée. Bien, écoutez, d'abord merci d'être venus nombreux à cette réunion dans une salle des mariages. J'espère que nous allons célébrer le mariage de l'art contemporain et des ventes aux enchères publiques. Quand j'ai rencontré notre ami Jérémy, le président de Jeune Création, je pense que nous avons été sur la même longueur d'onde pour dire qu'il y a un véritable problème dans les ventes aux enchères d'art contemporain. Malheureusement, les artistes ont du mal à se passer dans des ventes parce qu'ils n'ont pas de code, notamment sur Artprice, et que pour avoir une cote sur Artprice, il faut déjà passer dans une vente aux enchères. C'est un petit peu le paradoxe du système et le serpent qui se mord la queue. Donc on s'est dit, on va discuter de ça parce que c'est dommage que les artistes contemporains se passent des 496 maisons de vente en France, qui sont des diffuseurs d'art contemporain, qui sont des petites maisons, des centres culturels dans chaque région. Donc faisons un rêve, c'est que un rêve étrange et pénétrant, et que de cet après-midi, de ces réflexions et de discussions, il puisse sortir des bonnes idées et que nous puissions avancer dans ce domaine et que artistes, commissaires-priseurs, qui partagent la même passion, bien sûr avec les galeristes qui les défendent, eh bien, puissent arriver à avancer un petit peu dans le domaine de la diffusion. Voilà, je vous remercie, je vais passer la parole à Jérémy. Alors, bonsoir, merci de votre présence ce soir. D'abord, le CIMEV et l'association Jeune Création, nous tenons à remercier monsieur le député maire Patrick Bloch de son invitation, de son accueil à la mairie du 11e, le maire adjoint à la culture, monsieur Martinet, et évidemment Jean-Christophe Arcos, qui nous a invités, donc l'association Jeune Création, à présenter le programme Transmission, où vous pouvez voir dehors les œuvres de Estrella Estevez de l'autre côté du couloir, et sur la cour, il y a une installation qu'elle a réalisée pour le programme Transmission. Donc, pour laisser la place au débat, Jeune Création, c'est une association très ancienne qui a plus de 60 ans aujourd'hui. C'est une plateforme de rencontre. Donc, à l'invitation, quand j'ai rencontré Jean-Pierre Ozna, il me semble que c'était le rôle de Jeune Création de participer au débat aujourd'hui sur la question, alors que devient un mot, art, marché, argent, mon Dieu. J'espère qu'on arrivera à dépasser ces clivages-là et avancer dans le débat, essayer de comprendre les tensions en présence, les acteurs en présence, les possibilités et les inventions possibles. Donc je remercie aussi tous les intervenants qui ont accepté cette première étape de débat. L'idée c'est d'aller vers des approfondissements ensuite et éventuellement, pourquoi pas un jour, des propositions, de nouveaux outils et de nouvelles inventions. Donc écoutez, je suis ravi que vous soyez là aussi nombreux et très vite je repasse la parole au modérateur. Bien, merci. Nous allons donc commencer cette première table ronde dont je vais vous présenter les intervenants. Claire Chénier, que vous voyez ici sur notre droite, est artiste. Elle expose à la galerie NSB, à l'espace de l'art concret. Elle est diplômée d'école des Beaux-Arts de Paris. Elle est déjà une artiste en quelque sorte expérimentée, puisqu'elle a à son actif un certain nombre d'expositions personnelles ou collectives. Jean Brody est avant tout un amateur et un collectionneur. Il a fréquenté les artistes depuis longtemps. Il en est venu à ouvrir sa galerie depuis 2002, qui est bien connue, où il présente les artistes qu'il a connus anciennement, Morlaix, Sarkis, etc., et les plus jeunes artistes. Pierre Cornette et Jacques Béret ne sont pas encore là, ils me rejoindront, j'espère. Nous avons Nicolas Hugo, directeur de la galerie Nicolas Hugo. Nicolas Hugo, vous avez aménagé dans votre appartement un espace d'exposition, puis la laverie du quartier est devenue l'annexe de cet espace. Vous nous raconterez cette installation, cette aventure. Sébastien Ruiz, responsable de la galerie du jour et du fonds de notation ANSP. Vous nous raconterez l'esprit particulier de cette galerie. ANSP parle d'une galerie comme d'un endroit pour montrer l'envers et la beauté des choses. Je vous parlerai de ça. Et enfin, Jérémy Charlot, qui est artiste, qui se définit aussi collectionneur, artiste et collectionneur. Jérémy, vous êtes le président de l'association Jeune Création.
Et vous êtes Marseillais aussi, ce qui est une qualité en soi. Vous allez peut-être nous parler de cette association et de la manière dont elle fréquente, met en valeur les artistes. Et nous accueillons, avant ceci, donc Jacques Deray. Jacques Deray, je vous en prie, qui avec sa femme, donc Evelyne, a fondé le site Art Collector, site qui consiste à exposer dans un lieu privé des œuvres d'un artiste, œuvres qui proviennent des collectionneurs et de ses galeries. Voilà, Jérémy, si vous voulez commencer. Alors, peut-être pour que vous puissiez comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas l'association Jeune Création, donc 60 ans d'histoire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et c'est un des premiers, on va dire, artistes run space du monde et de France, enfin, dans les premiers après le système des salons qu'on connaissait avant. Donc des artistes qui se sont cooptés pour défendre l'art émergent à une époque, donc juste après-guerre. Et cette expérience s'est transmise au travers des générations, des expériences plastiques et des esthétiques que évidemment, l'histoire de l'art a rencontré. Donc il y a eu des grands débats d'idées, plein de choses, plein de propositions, et évidemment cet éternel débat entre la fonction d'une œuvre d'art, comment fixer une valeur aux choses, comment défendre le travail des jeunes artistes, quel est le statut de l'artiste. On était présents sur tous ces débats-là. Évidemment, moi je n'étais pas né à l'époque, je suis juste président depuis 1 an et demi maintenant, mais toutes les générations qui m'ont précédé ont eu ces préoccupations-là. Donc en plus, évidemment, Jeune Création a évidemment d'abord une fonction de création, donc c'est-à-dire de proposition artistique, au travers d'abord d'une exposition internationale qui a lieu en ce moment, depuis 4 ans, 104, en novembre. Donc ça c'est une première chose, c'est un premier outil. Un outil de galerie laboratoire dans le 18e arrondissement de Paris, un outil de résidence et des outils de médiation avec les publics. Beaucoup de choses qu'on essaye à chaque fois, selon les générations d'artistes, de mettre en place pour répondre aux besoins et aux questionnements des professionnels de l'art contemporain, des artistes, et pour aller à la rencontre du public. Donc voilà pour brosser un peu le portrait de Jeune Création. Et on a des événements aussi sur les murs. Et toujours, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des événements qui sont mis en place par des artistes au service d'autres artistes. Donc c'est un système démocratique, d'élection, etc. et de renouvellement d'équipe. Voilà, c'est ce qui fait un peu la particularité. Ce sont des jurys d'artistes, en fait, qui sélectionnent les exposants, les lauréats, etc. Et tout est en quelque sorte autogéré par des artistes. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle un artiste run space. Donc, en fait, il y a une exposition internationale d'art contemporain qui a lieu chaque année, qui est un peu le haut de l'entonnoir. Donc, c'est une manière de brasser des artistes du monde entier qui viennent en France. Il y a 3600 préinscriptions cette année pour l'édition 2013, et on va choisir, un comité d'artistes élus de l'année antérieure va choisir environ 60-70 artistes pour les présenter. Donc, et ensuite, il y a des approfondissements, c'est-à-dire que il y a des rencontres qui ont lieu au 104 actuellement, donc en novembre, et on essaye au maximum de se rencontrer, donc des galeries, des jeunes artistes, des institutions, un programme de performance de vidéo, enfin tout un tas de choses qui fait qu'il y a une émulation de pensée et d'idées. Donc, ce que j'ai envie de dire dans ce que je vois par rapport à la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire quelles possibilités... alors d'abord, est-ce que je peux me permettre, Maître Ozna, d'essayer de brosser un peu l'histoire de notre rencontre. On a été sollicité, c'est vrai, par le CIMEL pour l'organisation, la participation aux Journées du Marteau. Et on a réfléchi ensemble sur quel outil ou quoi proposer. Est-ce qu'on proposait une vente aux enchères habituelle, dans le format qu'on connaît, et on s'est très vite rendu compte que les expériences actuelles ne sont pas forcément concluantes. Il y a des grandes frustrations à la fois des professionnels et des tiers qui sont là et qui essayent
de faire connaître les artistes, des artistes eux-mêmes qui ne comprennent pas comment sont montrées leurs œuvres, quelle valeur, comment c'est défini, etc. Et je me suis dit, c'est un peu anocastique de faire croire à des jeunes artistes que tout d'un coup, une côte se faisait comme ça. Est-ce que c'était une préoccupation tout de suite? Quel système de légitimation fallait mettre peut-être en place progressivement? Quel acteur mettre en présence pour que les choses se fassent progressivement et pas tout de suite rêver de devenir des Jeff Koons ou Damien Hirst? Voilà, parce que évidemment, la fonction de jeune création, c'est de principalement s'occuper de l'art émergent. Donc, c'est poser la question de quelle est la valeur de... Vous m'arrêtez si je parle trop. Quelle est la valeur de cet échange? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je souhaitais, je regrette qu'un psychanalyste ne soit pas là ce soir. Vincent Estéron a été sollicité, malheureusement il est très occupé, parce que j'aurais beaucoup aimé qu'il nous explique les tensions en présence entre des désirs différents, j'en bégaye, je ne sais pas ce que ça veut dire, des désirs différents entre des acteurs différents. Je m'explique. On est dans une salle des mariages. Qu'est-ce qui réunit le désir d'un collectionneur, le désir d'un artiste et le désir de médiateur au milieu? Qu'est-ce qui se passe dans ces relations-là? Quel est le vocabulaire employé? Tout ça, je pense qu'un psychanalyste pourrait se pencher sur ces questions-là. Alors oui, effectivement. En termes de désir, justement, est-ce que, Jean Brody, comment pourrait-on qualifier la relation entre un artiste et son galeriste, entre un artiste et son galeriste collectionneur, peut-être comme vous? Est-ce que c'est une relation de désir? Est-ce que c'est une relation plus construite? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Bien, voilà. Écoutez, bien entendu qu'un achat d'art est toujours fondé sur un désir, le désir d'un collectionneur d'acheter, d'avoir, voilà. Et ça, et là, ensuite, le désir d'un galeriste est plutôt de diffuser, de montrer un peu les choses qu'il aime, ou ce qu'il a sélectionné dans les propositions qu'il peut rencontrer. Vous savez, tous les jours, il y a des mails qui arrivent, il y a des dossiers qui nous arrivent aux galeries, et voilà, il s'agit de choisir un peu là-dedans en fréquentant. Enfin, je parle des jeunes artistes, je ne parle pas des artistes confirmés, là c'est beaucoup plus simple à choisir. Mais en fait, concrètement, comment se fait cette sélection, cette rencontre? Comment ça se fait? Sur un coup de foudre, si vous voulez. C'est un coup de foudre. Oui, sur un fort désir de montrer telle et telle œuvre. Peut-être Sébastien Ruiz, vous pourriez nous parler de cette rencontre, qui est aussi une sélection entre un galeriste et son artiste, qui est quand même, je pense, une étape assez importante dans la vie de l'artiste et du galeriste. Disons que c'est une relation, alors toutes les relations ne se ressemblent pas. Il y a des artistes qui arrivent par d'autres amis artistes, des artistes qui arrivent par dossier, on y croit assez peu, je crois, quand on est extérieur au fonctionnement d'une galerie, mais il y a des artistes effectivement qui arrivent chez nous par enveloppe postale. Ça arrive encore, il y a des exemples de galeristes qui ont cette relation avec des artistes qui arrivent par courrier. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Un coup de foudre, oui, c'est aussi un pari, il ne faut pas l'oublier. On parle ici de tension d'argent, de visibilité, de communication aussi. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais il y a aussi une vraie prise de risque. C'est-à-dire qu'un artiste qui arrive, c'est une production derrière, c'est un temps, un mois et demi, 2 mois, selon les durées d'expo, où on va se dire, on tente. Est-ce qu'on est sûr au départ de ce qu'on va exposer complètement? Pas toujours. Il y a une envie, il y a une excitation. On se dit que peut-être on tient quelque chose, ou qu'on va tenir quelque chose par la suite, parce que dans la relation avec l'artiste, on se dit qu'il y a quelque chose à développer. Il faut dire que la Galerie du Jour a eu quand même depuis 30 ans, qu'on va fêter en 2014, beaucoup de jeunes artistes, de découvertes, des gens qui n'étaient pas allés ailleurs auparavant. Donc on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, c'est ça qui est effectivement excitant, mais quand vous parliez de tension, ou tout à l'heure de médiation, moi je le ressens plus comme ça. J'ai pas la sensation quand je suis entre un artiste et un collectionneur potentiel de vendre. Le mot ne m'embête absolument pas. L'argent est présent dans ce milieu, le marché est un mot qui existe et ça me convient tout à fait. Mais j'ai plutôt la sensation de faire de la médiation, c'est-à-dire essayer de trouver ce qui intéresse le collectionneur dans l'artiste, ou dans son passif, dans son passé, dans ce qui va se construire. Il y a une vraie envie de faire de la médiation
réellement de la médiation. Alors sur cet aspect, Nicolas Higo, j'ai relevé dans une de vos interviews cette citation « J'adore vendre, je ne pense pas que cela soit un vice ». Est-ce que justement vous pensez que vendre et faire de la médiation, transmettre, soit quelque chose de fondamentalement différent? Est-ce que c'est la même chose? Non, pas du tout, parce que si ce que j'expose, c'est ce que j'aime avant tout, et je prends du plaisir à vendre ce que j'aime en général. La sélection des artistes, c'est comme le disait Sébastien, ça passe avant tout avec du temps passé avec l'artiste auparavant, avec du temps passé dans son atelier, des découvertes, des discussions qui ne sont pas forcément portées sur ses tableaux, c'est autant sur sa vie pour essayer de comprendre, pourquoi il est arrivé à quel stade dans son œuvre et à retransmettre quelle émotion et quelle pensée et quelle idée dans son tableau. Et je pense que après c'est un plaisir de vendre quelqu'un qu'on a su apprendre à connaître et défendre et exposer, comme dit Sébastien, en prenant effectivement un risque pendant quelques mois, en se disant je vais miser sur tel artiste parce que ça me plaît, parce que j'y crois, et donc je vais essayer pour lui et pour la galerie de vendre, parce que le vendre ça va l'amener chez un collectionneur, chez une fondation, et ça va diffuser son œuvre et ça va être forcément bénéfique pour lui. Claire Chénier, donc vous êtes artiste vous-même, comment se passe cette relation? Comment envisagez-vous même vous avec votre galeriste? Êtes-vous fidèle à un même galeriste? En avez-vous plusieurs dans le temps, plusieurs en même temps? Quelle est cette relation un peu spéciale qu'on essaie d'explorer dans un premier temps pour vous entre l'artiste et son galeriste? Pour moi, c'est une relation assez simple en fait, parce que avec Sébastien, j'ai un dialogue très ouvert, c'est-à-dire que oui, je suis fidèle à la galerie du MSB. Si éventuellement j'ai des projets, je peux éventuellement travailler avec d'autres personnes, tant que évidemment, on rentre en concertation ensemble, on en discute. De toute façon, dès que j'ai des doutes sur mes choix, je demande toujours conseil à Sébastien. Je peux pas répondre à toutes les questions. Si, tout à fait. On voit que c'est une relation de confiance. Oui, voilà, de confiance, je pense que c'est mieux. Vraiment, je pense que la collaboration galeriste-artiste ne fonctionne pas s'il n'y a pas une confiance et une estime mutuelle. Monsieur Derré, vous-même, quelles sont vos relations avec les artistes? Quelles sont vos motivations pour rencontrer ou acheter l'œuvre d'un artiste? Cette démarche s'effectue directement auprès d'artistes ou auprès d'intermédiaires? Quelle est votre relation personnelle vous-même avec les artistes? En tant que collectionneur, ma femme et moi, on collectionne des choses très différentes parce qu'on a des univers de référence peut-être qui sont différents, des histoires qui sont différentes. Et donc, je pense qu'on a un immense choix en France et à l'international pour satisfaire nos choix. En l'occurrence, moi je vais parler que de l'art contemporain, donc que de l'art d'artistes vivants. Et ça c'est quelque chose de très important dans la position de collectionneur. Évidemment, c'est une vraie rencontre. C'est pas seulement une rencontre avec une œuvre, c'est une rencontre avec les artistes. Et je peux dire que l'ensemble des œuvres que nous collectionnons aujourd'hui nous a amené à avoir des relations bien sûr avec les galeries, mais avec les artistes directement. Pour moi, l'acte de collectionner, c'est aussi cette rencontre personnelle avec les artistes que nous collectionnons. Donc c'est un parcours. Nous accompagnons un certain nombre d'artistes. Je dirais peut-être quelques mots tout à l'heure sur Art Collector. Pourquoi, en tant que collectionneur, on a voulu aller au-delà de l'achat et de rester, comme généralement on qualifie les collectionneurs, d'acheteurs dans leur domaine. Nous avons voulu nous investir un peu plus et jouer un rôle
dans cette chaîne où l'artiste est au cœur du sujet. Et alors, comment vous organisez ces expositions avec votre site Art Collector? Alors, donc là, je peux aller tout de suite. Alors, notre démarche, elle est un peu citoyenne. Parce que les collectionneurs sont souvent cachés. Et nous, on a plutôt décidé de jouer un rôle justement par rapport à ces artistes vivants et par rapport à ces artistes français. C'est aussi un choix qu'on a fait. Art Collector soutient des artistes émergents ou milieu de carrière français ou travaillant en France. Alors comment on les sélectionne? On a créé un jury qui est composé de personnalités du monde de l'art et de collectionneurs, et nous proposons des artistes de notre collection. Et ce jury nous propose aussi peut nous proposer aussi un artiste qui n'est pas dans notre collection. Et nous exposons. Alors on aurait pu faire un prix, il y a beaucoup de prix en France. C'est pas le choix qu'on a fait. On a fait plutôt le choix de rendre visible de façon additionnelle, complémentaire au travail de la galerie ou au travail des foires, en donnant carte blanche à cet artiste et à ses collectionneurs. Donc nous invitons quelques collectionneurs de cet artiste à prêter des œuvres dans un lieu que nous avons privatisé qui est un opéra, et nous leur donnons pendant 10 jours la possibilité d'exposer leur travail, de le vendre bien sûr, de s'associer avec un commissaire d'exposition sur ce lieu, puisqu'on a à peu près 300 mètres carrés d'exposition, et on leur donne la possibilité d'éditer un catalogue de cette exposition. Voilà, donc ça c'est notre engagement, c'est notre mécénat privé de soutenir. Qui va au-delà de votre rôle de collectionneur. Voilà, de rendre notre rôle un peu différent de simplement acheteur et collectionneur. Merci. Jérémy Chabot, vous êtes vous-même artiste. Quelle relation vous entretenez avec les galeristes? Tentez-vous aussi de vendre vos œuvres par d'autres intermédiaires, directement auprès des collectionneurs ou par des commissaires-priseurs? Quelle est votre relation au marché, en règle générale, au-delà des galeristes? Bon, alors en fait, moi j'avais plein de choses déjà à dire par rapport à ce que je vois, par rapport à Jeune Création, et plutôt une position synthétique. Mais pour revenir sur le plan personnel, c'est vrai que rencontrer une personnalité d'un galeriste, enfin, pour moi c'est une rencontre, hein, je répète ce qui a été dit, rencontrer une personnalité, un échange, voir aussi comment on va être soutenu dans une démarche par une galerie, une institution, ou c'est des personnalités, ça peut être un commissaire-priseur, pourquoi pas. Les expériences que j'ai eues de vente aux enchères, en fait, c'est assez compliqué, j'étais assez jeune. J'ai eu la chance, je vais être honnête, d'avoir quelques personnes qui m'ont acheté, qui étaient des collectionneurs habitués, si je peux dire ça, donc qui m'ont soutenu, ce qu'on va dire, qui ont soutenu à un moment donné cette vente-là, sinon j'aurais été très triste et un peu frustré de ne pas avoir vendu des choses, mais c'est justement sur cet aspect-là où je trouve l'outil pour les jeunes. Alors moi je suis un peu plus âgé, mais comment le transformer en fait, comment transformer cet outil de vente aux enchères? Moi c'était la question sur laquelle on réfléchissait avec Jean-Pierre Ozna. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer ou comment les galeries voient la question des ventes aux enchères arriver, puisqu'en plus ce milieu-là a beaucoup évolué, comment les artistes le perçoivent, cet outil-là, comment on peut faire pour faire alliance, faire face à la concurrence, on va dire, étrangère, d'un marché modélisé aujourd'hui, d'une prise d'information, d'un changement de société. Les gens vont sur Internet, regardent partout. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Comment on fait pour que justement ces rencontres soient opérantes? C'est ça en fait. Alors comment faire? Peut-être Jean Breuiller, avez-vous quelques idées sur la question? Vous parlez parfois d'hérésie quand les artistes vont trop tôt sur le marché de l'art, que c'est mal fait. Oui. Mon point de vue là-dessus est un point de vue tout à fait personnel et peut-être un peu trop carré. Personnellement, un jeune artiste doit d'abord se faire connaître. Parce que le rôle des commissaires-priseurs, les commissaires-priseurs ne peuvent vendre que des choses connues. Une chose inconnue ne fait pas de prix. Voilà, c'est le fondement même
de la profession de commissaire-priseur. Un commissaire-priseur qui vend une chose inconnue. De toute façon, ils vendent dans des conditions qui ne sont pas celles des galeries, puisqu'un galeriste peut expliquer, un galeriste peut donner des renseignements, tandis que dans la vente aux enchères, c'est le marteau qui tombe, ou il ne tombe pas. Donc, il faut, ce que je soutiens moi, disons, pour les jeunes artistes, c'est d'abord d'arriver à un degré où leur travail est connu, où eux-mêmes sont connus. Et ça ne peut être que la voie étroite et dure des expositions dans des centres d'art, des expositions collectives, des expositions dans des galeries. Voilà, c'est ça le début. Il ne faut pas vous imaginer tout de suite d'être chez Christie's ou à Arcurial et avoir un marteau qui va tomber sur une enchère millionnaire. C'est impossible. Alors cette voie étroite et dure, qui est celle effectivement aussi de l'artiste et de la création, Nicolas Hugo, qu'en pensez-vous? Quel rapport avez-vous avec les maisons de vente? En avez-vous déjà? Comment voyez-vous ce monde en tant que galeriste? Si vous voulez, ma galerie est quand même relativement jeune, donc j'ai pas vraiment de rapport avec les maisons de vente. Et c'est surtout de défendre mes artistes qui grandissent un peu avec moi en quelque sorte, et que j'essaie de faire grandir avec tout l'amour et la passion que je peux y mettre. Après, c'est vrai que pas bizarrement, mais je suis assez d'accord avec M. Broglie, puisque je pense qu'il faut vraiment pousser un artiste pour pas qu'il... Parce que le mettre en vente aux enchères, c'est aussi prendre un grand risque pour lui, c'est l'exposer à être un invendu, à être sans cesse en répétition un invendu. Et c'est comme mettre un enfant, essayer de faire marcher un enfant qui n'en est pas encore capable. Il faut vraiment, notre rôle de galeriste, je pense que c'est un petit peu un rôle de parent, si on peut dire, et de pouvoir l'aider pour essayer de le rendre plus fort et plus grand, et de l'amener ainsi après à intégrer, dans le meilleur des cas, les ventes publiques. Alors, M. Broglie. Oui, parce que vous voyez, la chose actuellement, en galerie, ce que je vis de plus en plus, d'ailleurs qui va confronter mon point de vue, qu'une œuvre, pour être présentée dans une vente, doit avoir un certain cursus, pas une œuvre, mais enfin la carrière d'un artiste. Parce que voyez-vous, même pour des petits achats, actuellement, tous les acheteurs se mettent sur ArtPrice. Ils voient le nom d'un artiste, ArtPrice, invendu, 50 €, 20 €. Alors, l'artiste lui-même est grillé dans toute cette affaire. Il n'a aucun intérêt à ce que son nom figure là parmi combien il y a 350 000 artistes, je crois, sur ArtPrice, et où il n'y a personne qui veut s'intéresser à ce jeune artiste est déjà tout à fait découragé dès le départ. Parce que les gens qui achètent dans les ventes aux enchères, ce sont des amateurs d'art, bien entendu, tout le monde est dans ce milieu, mais c'est des gens qui portent moins attention aux œuvres, à l'artiste, à sa vie, à toutes ces choses-là. Le profil de ces personnes, c'est acheter et peut-être revendre plus tard, ou tout ça. Donc, la vente aux enchères, c'est comme un état, il faut être préparé. Quand c'est trop précoce, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est un peu l'idée, effectivement, de ne pas lancer trop tôt, d'avoir un timing qui est le bon. Mais ne pensez-vous pas aussi que les maisons de vente, au-delà d'un rôle purement sur le marché, sur le prix, ont aussi un rôle parfois de découverte, de proposition? Ne pensez-vous pas que c'est aujourd'hui aussi que les lignes évoluent, et que les rôles de chacun peuvent aussi changer et parfois s'empiéter sans aller sur chacun y trouvant aussi, et les artistes peut-être en premier, quelques avantages. Alors Jérémy Chabot, vous vouliez intervenir? Alors, je suis évidemment d'accord sur certains points avec ce qui a été dit, puisque c'est pour ça qu'on est là. C'est qu'il y a justement une question, si on a refusé de faire une banale vente aux enchères d'œuvres de jeunes créations à l'issue du salon, c'est que la question soulevée par Jean-Louis est... Attendez, Jérémy, ce n'est pas la même chose une vente aux enchères à l'intérieur de jeunes créations qu'une vente aux enchères dans une maison de vente.
Alors, affilié au sein Oui, enfin, je sais, une vente aux enchères, ça reste une vente aux enchères. L'outil même, alors je vois la distinction que vous faites, alors on pourrait la préciser, mais j'entends moi travail, passion, longueur, donc apprentissage, c'est-à-dire un temps pour que d'abord l'artiste puisse émerger, approfondir son travail, que le galeriste puisse le comprendre aussi, hein, parce que ça va dans les deux sens. Hein. Souvent il y a des galeristes qui sont en retard, soit en travail de leurs artistes aussi, enfin, les relations humaines sont compliquées. Et que cette apprivoise, voilà, que ces deux acteurs s'apprivoisent, et qu'il y a une prise de risque. Et moi, je me posais la question, enfin, si je suis présent ici ce soir au nom de Jeunes Créations, c'est comment, avec tout ce réseau de ventes aux enchères, de gens aussi qui sont, de jeunes commissaires-priseurs, qui peuvent être peut-être passionnés, qu'il faut peut-être éduquer, il y a peut-être un outil à inventer, des partenariats à faire avec des galeries, à préciser les règles, je ne sais pas, je n'ai pas de solution. Je dis, qu'est-ce qu'on fait pour justement, avec toutes les précautions que vous avez dit, c'est-à-dire que ne pas faire croire à un artiste que du jour au lendemain, la renommée va arriver, il va vendre, à 25 ans, il va... Alors moi, voilà, les grandes discussions qu'on a avec Jeunes Créations, c'est très drôle quand les jeunes artistes arrivent, quelquefois, comme des petits oiseaux sur le salon, ils nous disent ça, 3 000 €. Je lui dis, attendez, alors, c'est pas possible. 3 000 €, qu'est-ce que ça veut dire? Qui va t'acheter à 3 000 €? Alors peut-être, oui. Et Claire Chénier, peut-être avec moi, que pensez-vous de cette discussion en tant qu'artiste? Moi, j'ai eu l'occasion qu'une seule fois de participer à une vente aux enchères, et c'était dans le cadre du Salon de Montrouge. C'est pareil, quelque chose de très à l'intérieur. Moi, les ventes aux enchères, je n'ai pas Donc on retiendra qu'il faut une délicatesse très, bien sûr, particulière pour traiter ce domaine-là, qui est celui de la jeune création, qui est un domaine fragile, puisque vous-même vous avez exposé cette relation que vous avez construite galeriste avec les artistes, est fragile et s'inscrit dans le temps. Donc on retiendra qu'il faut, en tout cas, vous souligner qu'il peut y avoir des ventes aux enchères qui peuvent être intéressantes pour les artistes, puisque vous paraissez celle-ci à Montrouge. J'avais envie de demander, vous, Jacques Derré, quelle peut être votre appréhension de cette question en tant que collectionneur? Fréquentez-vous les ventes aux enchères? Incitez-vous parfois des artistes que vous aidez, que vous soutenez à y participer? Qu'en pensez-vous? Je dirais deux choses. Première chose, en tant que collectionneur, il m'arrive bien sûr d'aller dans des ventes aux enchères pour un certain niveau d'œuvres et d'achat. Mais ce dont je parlais tout à l'heure sur les artistes émergents et les artistes milieu de carrière, pour qu'il y ait des ventes, il faut qu'il y ait des acheteurs. La vente aux enchères, elle va marcher s'il y a des acheteurs. Et je pense qu'il faut chaque chose en son temps. Je rejoindrai un peu Jean sur ce. Je pense que l'action que l'on mène, en plus de celle des galeries, en plus de celle des foires, c'est d'aider justement cette génération d'artistes qui sont déjà collectionnés, puisque nous invitons des collectionneurs à prêter des œuvres de ces artistes, c'est leur donner une étape de plus, de publier un catalogue dans lequel, entre autres, les collectionneurs vont s'exprimer sur leur choix, pourquoi ils ont choisi à tel moment tel artiste. C'est une manière de continuer à accompagner ces artistes. Donc moi, alors peut-être qu'il faut réinventer, il faudrait réinventer le travail de la vente aux enchères et la positionner autrement. Là, je pense qu'il faudrait en parler avec les spécialistes de ce marché. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je ne vends pas aujourd'hui. Donc ça fait 20 ans que je collectionne et je n'ai jamais décidé de revendre quelque chose. Alors, je fais tourner ma collection, je la présente, mais je ne revends pas. Donc je ne suis probablement pas un bon candidat pour la vente aux enchères. Ça m'arrive d'aller, ça m'est arrivé d'acheter des œuvres, mais je dirais, on est en train là de parler d'artistes probablement qui ont une confirmation
et une position sur le marché. Donc, on voit voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on situe bien. On voit que l'œuvre d'un artiste, l'artiste suit tout un itinéraire effectivement sur le marché de l'art, itinéraire qui passe par la galerie, qui passe par les catalogues, qui passe par les institutions, les expositions, etc. Et qui peut éventuellement aussi passer par les ventes aux enchères. Qu'en pensez-vous peut-être Sébastien Ruiz de cet aspect plus proprement vente publique? Les ventes aux enchères pour nous c'est tout à fait hybride et particulier. Juste pour resituer, la Galerie du Jour fait partie de ce qu'on appelle un fonds de dotation, c'est-à-dire la préfiguration d'une fondation. Donc on est et une galerie, mais en même temps presque une institution. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes missions, et la galerie n'est qu'une des missions du fonds de dotation. On a notamment des missions philanthropiques, et on utilise, même si le mot n'est peut-être pas juste, les ventes aux enchères pour des choses très particulières. Un exemple qui date il y a quelques mois, c'était une vente aux enchères organisée avec l'association de Jean Plantu, le dessinateur du Monde, des dessins qu'on avait exposés à la galerie pendant 2 mois et demi durant la campagne présidentielle. On a décidé, pour soutenir son association, de monter une vente aux enchères de ces dessins. Et c'était dans le but d'aider au maximum cette association. Il n'y avait pas là l'envie de faire une vente, que la galerie ou le fonds de dotation fasse de l'argent avec, pas du tout. On était dans un aspect de philanthropie, de mécénat, d'association. Enfin, donc les ventes aux enchères, de notre côté, servent à ça. C'est ce type de levier. Et je les trouve très bien dans ce sens. Mais on n'est pas là dans un rapport de galerie à des maisons de vente, je dirais, de façon traditionnelle. J'ai pas, moi, de passion réelle, en tout cas d'envie forte, de proposer à un artiste très rapidement d'aller vers des maisons de vente. Je pense qu'on a quand même moyen en galerie, si on ne se bouge pas toutes les portes, c'est-à-dire ce que disait Claire tout à l'heure, on laisse aux artistes la possibilité de collaborer avec d'autres galeries, sur d'autres expositions. Si on ne bouge pas toutes ces portes aux artistes, je pense qu'il y a moyen de les protéger un petit peu avant d'arriver dans les maisons de vente qui sont très bien pour des artistes arrivés à un certain niveau de reconnaissance financière. On comprend qu'une vente publique n'est pas forcément seulement destinée à vendre, elle peut être aussi destinée à communiquer, comme vous le disiez. C'est un levier financier pour des... là, pour le coup, mon exemple, c'était une association. On est là dans une mission qui est une mission presque publique. C'est pour ça que je parlais d'institutions nous concernant. Et la Galerie du Jour, à ce moment-là, n'est qu'une étape avant d'arriver à la maison de vente. Et encore une fois, là, rien contre les maisons de vente, mais je pense que ça ne concerne que très peu de nos artistes de passer comme ça régulièrement dans les maisons de vente. Et c'est effectivement très dangereux. On a tous des exemples dans la carrière des artistes de moments assez dramatiques de passage en maison de vente qui ne les ont pas aidés sur le long terme. Jean Brody. Oui, enfin, écoutez, moi, ne pensez pas que je sois contre les maisons de vente, au contraire. Mais je donnais un peu la spécificité et le travail de fond de ces maisons de vente. Par contre, il serait peut-être possible qu'elles s'intéressent aux jeunes artistes. Mais à ce moment-là, il faut qu'elles soient d'accord de payer la salle de Drouot ou le catalogue et tout le personnel des grandes maisons de vente. Je ne sais pas si elles sont prêtes à se lancer dans une aventure comme ça où il y a un but qui est un peu incertain. Quand justement cette aventure est le terreau même des galeries, du moins des galeries comme la mienne, qui s'intéressent aux jeunes artistes. Alors voilà, c'est une question. Je pense en fait la démarche est, sur ce plan-là du risque, en quelque sorte, que vous aviez évoqué tout à l'heure, est un peu la même dans une vente aux enchères ou dans une galerie. Chaque vente a organisé effectivement une prise de risque, avec catalogue aussi, logistique, etc. C'est un peu, il y a aussi, et du coup, il va y avoir des commissaires-priseurs plus ou moins courageux dans cette prise de risque, d'autres moins. Donc vous voyez, c'est un peu la même chose. Ce que je voulais dire, c'est que la prise de risque est une chose habituelle dans une galerie d'art contemporain, quand elle est une chose tout à fait plus habituelle dans les maisons de vente. Voilà. Il y a Martin Guéné qui voudrait intervenir. Alors, qui veut remplacer Pierre Cornette de Saint-Cyr. Non, mais effectivement, il y a une question. Je tourne parce que je ne suis pas Pierre. Nos
Alors que pensez-vous de la Chine? Non, je voulais juste, disons, clarifier un tout petit peu, parce que là, on parle de deux choses très différentes. Parce que nous parlons là, d'abord, en ce moment, on va de l'artiste au galeriste, au collectionneur, ou directement au collectionneur. Ces échanges que vous avez, vous et vous, c'est ce qu'on appelle techniquement le premier marché. C'est du producteur au consommateur. Voilà, ça c'est la première vente. Donc et l'artiste se dessaisit aussi de son œuvre à travers la galerie ou directement au collectionneur. Les maisons de vente aux enchères, de par leur histoire et leur rôle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le second marché. Le second marché, c'est quoi? À un moment donné, une œuvre qu'on a achetée, on la garde, on la met au mur, on la transmet, on en hérite. Disons, elle entame une seconde vie. Et donc, tout simplement, disons, cette seconde vie, donc après, il y a différents moyens de se dessaisir parce qu'on a envie de changer, les goûts changent, on a envie de faire autre chose ou vendre un objet qu'on ne connaît pas parce qu'on l'a hérité, on ne sait pas ce que c'est. À ce moment-là, on va. Alors, il y a des galeries qui sont spécialisées aussi dans le second marché, qui revendent des œuvres, disons, qui sont déjà sur le marché. Et puis, les maisons de vente, effectivement, ça, c'est notre fond de métier, c'est les successions, revendre des œuvres qui sont sur le marché, les recoter, en faire un ensemble et le remettre sur le marché. Donc ça, c'est, je dirais, historiquement un peu notre métier. Maintenant, effectivement, par les temps cette frontière entre premier marché et second marché, est-elle vraiment si nette? Est-elle même si nette dans les galeries? Et est-elle si nette chez les commissaires-priseurs? Qu'en pensez-vous, par exemple, Jérémy Chabot? Alors, c'est vrai que nous, Jeunes Créations, on essaie de comprendre. Donc, on est une plateforme de rencontre, on a des discussions évidemment avec des galeries qu'on invite sur le salon, et on présente des artistes souvent très jeunes, on prend des risques aussi, évidemment on est subventionné, on peut se le permettre, mais il y a un gros travail bénévole des équipes. Et on sent un peu les besoins des artistes. Évidemment, les artistes ont besoin déjà de produire leurs œuvres, d'être aidés pour leur création même. C'est-à-dire que les médiums aujourd'hui sont divers, il y a des installations, plein de choses, etc. Ils ont besoin d'aide à ce niveau-là. Ils ont besoin d'être accompagnés ensuite pour la monstration de leur travail à un lieu, pour qu'ils puissent rencontrer un public. Ça, c'est évidemment un travail de galeriste qui se fait sur le long terme, des collectionneurs qui peuvent un jour les aider, les accompagner dans leur démarche. Voilà. Des aides financières, des conseils sur les prix, quelle valeur on peut mettre, quelle valeur d'échange, qu'est-ce qui s'y passe. Bon. Alors, moi, sur votre question, je me dis, je ne sais pas si les maisons de vente, c'est un outil adéquat ou pas pour les jeunes artistes. Je réfléchis à la question aujourd'hui. Évidemment, je suis d'accord, entièrement d'accord, de ne pas créer un miroir aux alouettes, de fausses illusions. Même pour Montrouge, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont ravalées, même sur des ventes caritatives, etc. C'est très compliqué. Donc, quel outil pour sortir des faux semblants? Il y a un réseau des maisons de vente. Est-ce qu'il peut être utile intelligemment aux professionnels, galeries, jeunes artistes, etc. Est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'on peut les évoquer, au lieu d'être tout de suite sur un clivage de négativité? Moi, je n'ai pas d'a priori tout de suite, je ne dis pas que vous aviez un clivage, hein, mais c'est ce que j'essaie de me dire. Alors, j'avais un problème, je pourrais peut-être dire un peu plus tard, non, j'avais, on avait évoqué quelques pistes, quelques idées. Il y a une prise de risque. Est-ce qu'un commissaire-priseur avec une galerie et un artiste peuvent ensemble prendre un risque, inventer quelque chose et prendre un risque, en évidemment communiquant au public la juste mesure du fait que c'est un jeune artiste, on sait très bien que la valeur est compliquée à mettre en place. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt que l'aider sur une pièce finie, l'aider sur un projet? C'est-à-dire retourner le problème de la vente aux enchères. La création actuelle est très diverse. Les œuvres vendues dans les maisons de vente aux enchères ont tout un caractère un peu classique. C'est des peintures, c'est des sculptures, ou des choses proches du dessin, enfin toutes ces choses-là. Mais ce que je voulais dire, à vrai dire, le but de cette table ronde, c'est à vrai dire de passer de l'état zéro marché
au second marché. Alors vous comprenez bien, paradoxal. Alors il nous reste environ une dizaine de minutes sur cette table ronde. Est-ce qu'il y aurait peut-être des réactions dans la salle? Est-ce qu'il y aurait des interventions, des questions aux différents intervenants? Qu'en pense la salle sur ce débat, sur ces... Enfin, oui. Alors la démarche du collectionneur dans une galerie et dans une maison de vente, est-elle plus passionnée dans la galerie, plus spéculative dans la maison de vente? Moi je ne vais pas non plus parler d'un certain nombre d'artistes que nous essayons de promouvoir, qui sont des artistes émergents, qui sont des artistes du milieu de carrière. Parce que je me suis interrogé, je vais répondre à votre question, je me suis interrogé sur le projet Art Collector que nous avons mis en œuvre. Et je vais citer par exemple une artiste que nous avons exposée l'année dernière, qui est Iris Levasseur, qui je pense est une très belle artiste. On s'est posé la question, je me suis posé la question en disant qu'au bout des 10 jours de cette exposition qu'elle a fait avec quelques collectionneurs qui ont prêté des œuvres, est-ce que nous aurions pu finir l'événement par une vente, une certaine forme de vente aux enchères de cette exposition. On avait la chance d'avoir déjà des collectionneurs qui peut-être auraient eu envie d'acheter d'autres œuvres. On a eu un public important qui est venu visiter cette exposition, qui a rencontré l'artiste. Est-ce que dans notre démarche, il y aurait la place pour une nouvelle forme de vente aux enchères? Je n'en sais rien, je n'ai pas osé le faire. Je n'ai pas osé le faire pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais je me suis posé la question et j'en ai parlé avec l'artiste, qui, oui, est probablement à un moment de sa carrière où probablement ça mériterait qu'elle se mesure d'une certaine manière à une autre forme de marché. Voilà, moi je laisse ça comme point de suspension parce que je ne sais pas, peut-être qu'il faut inventer quelque chose, au moins dans le cadre de ce que nous avons entrepris. Maintenant, pour répondre à la question, il est évident que si je vais à une vente aux enchères aujourd'hui, bon, par exemple, je suis un collectionneur de François Morlet, il est évident que s'il y a une œuvre de François Morlet dans une vente aux enchères, je vais me renseigner. Maintenant, c'est pas la même chose que les autres artistes. Là encore, je pense que la rencontre n'est pas la même. Je ne vais pas aller chercher aujourd'hui des jeunes artistes dans l'abstraction géométrique qui fait partie du centre de ma collection, et je cherche des jeunes qui ont un travail dans cette démarche-là. Je ne vais pas aller les chercher dans une vente aux enchères. Je vais aller les trouver, les découvrir dans des institutions. J'ai découvert récemment une jeune artiste italienne, autrichienne, parce que je l'ai vue dans un musée à Rome, et puis je l'ai vue ensuite dans une galerie à Rome, et puis dans une galerie à Paris, et j'ai fini par acheter une œuvre de cet artiste. Donc c'est pas par les ventes aux enchères que j'ai petit à petit construit cette collection, à part quelques grands, voilà, Pousse Dièse ou Vera Molnar, mais bon voilà, on parle pas de même chose. Merci. Je vois qu'il y a une autre question. Non, c'est pas une question, c'était un commentaire. Un commentaire. Les ventes aux enchères ou les ventes qui sont pratiques à travers des sociétés volontaires ne sont pas forcément des investissements. Je pense que ce que vient de dire Jacques Doré, c'est-à-dire la recherche d'une œuvre qu'on n'a pas ou qu'on aimerait bien avoir, qui n'est pas forcément disponible sur le marché, dans une galerie par exemple. Et je voulais juste souligner que la notion d'investissement qui revient constamment n'est peut-être pas la première motivation des acheteurs. La notion d'investissement n'est pas la première motivation des acheteurs, peut-être pas, ni dans les galeries, ni dans les maisons de vente, vous voulez dire, j'imagine? Oui, je pense que ce qui a été dit, ce qu'on a entendu de la part des artistes, des galeristes, des médiateurs, des interlocuteurs, c'est l'envie d'avoir une œuvre, c'est la passion
qui anime, c'est l'accompagnement aussi, je pense, sur le long terme. Quelqu'un veut de... Une autre question? Oui. Ne faudrait-il pas justement développer un esprit de collection chez les jeunes, enfin chez les populations? Alors éduquer, donner un esprit de collection dans les nouvelles générations, comment faire? Alors là-dessus, moi je suis toujours très étonné d'une chose. Bon, j'ai commencé très jeune à collectionner, je ne sais pas si je peux appeler ça une collection, c'est plutôt un chemin de vie, et c'est pas moi qui jugerai de la qualité de ce que j'ai rencontré. Ce que je me dis, c'est que comment se fait-il qu'il y a des classes moyennes aujourd'hui qui ont quand même les moyens, on n'est pas dans un pays sous-développé, qu'il y a des œuvres de jeunes artistes qui sont très abordables. Quand vous allez chez Ikea, vous achetez un vulgaire une affiche, vous la faites encadrer, vous en avez pour 200 €, 300 €, vous pouvez avoir des œuvres intéressantes de jeunes artistes, alors, et les faire vivre et les faire avancer dans leur démarche et leur recherche. Donc du coup, c'est vrai que développer et trouver des outils pour que ce milieu très fermé quand même de l'art contemporain, on s'adresse à peu de monde, sur les grandes collections, sur ces gens qui ont la notion des choses, une notion de l'histoire, etc. Il y a eu les grandes politiques de Malraux et de Jacques Lang sur la démocratisation de la culture. On n'est pas encore arrivé au fait que les gens se déplacent, le grand public se déplace, alors ils vont dans les grandes rétrospectives, etc. Mais nous, Jeunes Créations, on fait ce travail-là sur les salons, d'essayer de les amener à découvrir la création de leur temps, qui émerge, qui est là, la création qui se vit tous les jours, des artistes qui ont du mal à manger et finir le mois, et qui n'ont pas de statut. Je vous rappelle que les statuts, il n'y a pas de statut d'artiste plasticien, les intermittents du spectacle, ça existe, mais pas encore. La France n'a pas encore inventé un statut pour ses artistes. Donc, je me dis comment faire, quel outil inventer. Moi, la dernière piste qu'on a évoquée avec Jean-Pierre Osnard, on se dit, je me suis dit, mais pourquoi pas retourner le problème de la vente aux enchères? C'est-à-dire que si c'est des jeunes artistes, leur œuvre est à construire, est à faire. Alors pourquoi pas proposer à quelques artistes, vous me direz si je suis fou, de rendre des projets, des possibilités, etc., et de les rendre visibles et de voir, alors ça existe dans le cinéma, ça existe dans d'autres, plateformes de rencontres, est-ce que Jeunes Créations peut le faire ou pas, je ne sais pas, est-ce qu'on le fait en lien avec des galeries, avec des maisons de vente, pour aider des galeries et des artistes, parce que les galeries n'ont pas toujours les moyens de payer la production des artistes, il faut le savoir. Il y a des grandes galeries qui le font, des galeries intelligentes, qui poussent, etc. Mais la plupart des galeries ont des situations financières compliquées, un catalogue c'est compliqué de leur demander, enfin il y a des rapports compliqués. Donc quel acteur on peut mettre en soutien, en aide, au lieu quel outil on peut inventer? Est-ce que des galeries peuvent s'allier avec des artistes, des commissaires-priseurs, et vendre des projets à venir, émergents, et de dire, tiens, sur une œuvre, tiens, Estella Estevez, là, vous avez vu un peu quelques de ses œuvres dans la cour de la mairie. Il y a des choses de l'autre côté, vous pourrez voir peut-être tout à l'heure, du programme de transmission. C'est pour ça que Jeunes Créations a été invité par la mairie du 11e, on a investi le lieu. Cet artiste a peut-être envie de réaliser une pièce pour une galerie à un endroit où elle a sa première expo personnelle. Compliqué, il y a l'espace, mais il n'y a pas d'argent. Est-ce que c'est possible, j'en sais rien, de dire, voilà, cette jeune artiste, est-ce qu'on lui donne 1 000 €, 2 000 €, allez-y, mesdames et messieurs, en vente aux enchères, je ne sais pas si ça peut exister là, retourner la situation, c'est-à-dire l'œuvre n'est pas produite, on va la produire et vous allez être à la fois en position de commandeur, de commande, renouer avec, approfondir la relation collectionneur, et peut-être sur des petits montants, avec 300 €, on fait une œuvre, on peut faire quelque chose, il faut arrêter de penser des installations, le White Cube, et des œuvres pour les institutions. On peut faire revenir l'œuvre chez les gens, dans l'intime du foyer, et dans le symbolique de ce qu'est l'échange avec un collectionneur. Voilà, en tout cas, effectivement aussi, tu as souligné que techniquement, les maisons de vente, depuis les lois de libéralisation auxquelles elles ont été soumises depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, ont aussi un pouvoir accru, développer des projets qu'elles ne pouvaient pas avant, peuvent vendre éventuellement ont une grande liberté d'action et d'imagination pour de nouveaux projets, ça c'est certain, qu'elles n'avaient pas il y a juste quelques années. Peut-être encore une question avant de terminer cette première table ronde. Oui. Il y a des différences, il y a
Alors on pourrait peut-être parler juste, ce qui rejoint un peu votre question, aussi des sites de référencement, c'est ça. Donc que pensez-vous, messieurs les artistes et galeristes, de ces sites qui référencent en fait tous les résultats positifs ou négatifs des artistes et qui en laissent une trace quasiment indélébile sur la toile? Bon, les outils de référencement, ça je pense que c'est aux professionnels des maisons de vente de le faire. Après, il y a l'histoire de tous ces sites qui prolifèrent, où on voit des artistes qui se mettent directement en ligne. Alors il y a 40 000 artistes plasticiens en France, hein, c'est beaucoup. Il y en a qui disent que c'est trop, je ne sais pas, je ne permettrai pas de juger. Je me dis, c'est toujours la question de l'entrée. Quelle est la sélection au départ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on montre? Il y a vraiment à boire et à manger. S'il y a un comité de sélection, s'il y a un regard, un filtre, un avis critique, parce qu'il faut arrêter de faire croire aussi que tout le monde, les confusions qu'il y a entre amateurisme et vraie démarche artistique et vraie relation professionnelle de gens qui aident les artistes, etc. Internet, le problème c'est qu'il faut des filtres, quoi. Il faut vraiment avoir des comités critiques, je ne sais pas ce qu'il faut inventer, mais ça c'est en train de se faire. Il y a beaucoup de jeunes sites qui sont en train de naître là-dessus. Bien, nous sommes soumis à une dernière question, je vois, qui est enthousiaste, qu'on ne peut pas refuser. Merci beaucoup. J'ai trouvé très intéressant l'intervention de Jérémy tout à l'heure de dire qu'il ne fallait pas envisager la conférence avec essayer de répondre à ces questions de vente aux enchères, de galeries, avec une question déjà posée de manière négative. La question de fixer un prix, finalement, là on parle de galeries qui sont pas trop grands, qui n'ont pas les moyens financiers de racheter les œuvres de leurs artistes, mais ça pose un problème. Aucune société de vente aux enchères de présenter des pièces de Mohamed Mounissa ou de Marie Beauvau parce qu'on sait que derrière il y a Kamel Nounour qui va racheter les pièces. Donc fixer un prix de manière indélébile sur une cote assez hard price, ce qu'on veut, c'est pas du tout un problème. Potentiellement le stock du galeriste, eh bien, il est au prix qu'il a racheté la pièce. Et ça, ça me semble être primordial. Si vous voulez, on abordera aussi ces questions dans la deuxième table ronde, car nous sommes soumis à une rigueur d'horaire tout à fait militaire. Nous devons donc arrêter cette première table ronde. Donc une intervention impromptue de l'artiste Louis Bagno, voilà, qui va se mettre en place. Donc une conférence, performance. Je le laisserai définir son intervention. Peut-être ici, hein. Ça se passe dans cette salle. Ça va?